Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Vincent De Wolf. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Avec vous, on va parler de stationnement. Vous êtes aussi bourgmestre à Etterbeek. Demain, en conférence des bourgmestres, vous voulez remettre le dossier du stationnement sur la table. Oui, en réalité, ça fait maintenant 6 mois pratiquement que les bourgmestres souhaiteraient recevoir M. Smet, parce que si personne ne conteste la volonté d'harmoniser les règles, de les systématiser, que le système soit le même dans l'ensemble des communes, sauf disparités spécifiques, le stade d'Anderlecht par exemple, ou Forêt nationale, des choses pareilles, il y a toujours des problèmes dans le texte initial qui avait été voté. Sur votre antenne ici, lors d'un débat, différents bourgmestres de la majorité qui avaient voté le texte directement ou indirectement par leur parti ou eux-mêmes, n'hésitent pas à dire ou publiquement ou en catimini qu'ils n'appliqueront pas l'ordonnance. Sur certains points, par exemple, 150 hectares, c'est aujourd'hui, dans l'ordonnance, le maximum pour une zone verte. Dans une commune comme la mienne, c'est la moitié de la commune, donc on est à moitié Etterbeekois seulement, d'un côté à l'autre. Dans des grandes communes, c'est pire encore. Donc... Est-ce qu'il n'est pas trop tard de remettre tout ça sur la table? Parce que maintenant, les règles régionales sont édictées, les communes doivent se mettre en ordre, certaines ont commencé à bien avancer sur les plans. C'est pas trop tard pour tout changer? Moi, j'aime bien les choses claires. Ou bien on est d'accord, ou bien on n'est pas d'accord, et on prend ses responsabilités. Avoir des collègues bourgmestres de la majorité en place, du gouvernement régional, qu'ils soient CDH, socialistes, etc., ils viennent, ou des filles, ils viennent me dire « Oui, mais nous, on n'appliquera pas le texte. Hein. » Qui vous dit ça? Ah non, mais ça, je ne vais pas vous le dire, parce que je vais laisser la conférence débattre à huis clos demain. Et quoi, ils tiennent un discours différent entre la conférence des bourgmestres et ce qu'ils disent publiquement? Non, certains ont dit ici, sur votre antenne, qu'ils n'appliqueraient pas les règles, parce qu'ils estimaient que les 150 hectares, c'était ridicule. D'autres ont dit que les tarifs pour les entreprises, c'était beaucoup trop cher et exorbitant. Moi, je dis aussi que sur le plan humain, cette réforme pose problème, parce que, par exemple, les bénévoles qui viennent, ou les volontaires à domicile pour aider une personne âgée, pour simplement faire des courses, pour faire un jeu de société, dans une grande ville, c'est important d'avoir ça. D'avoir aussi les aides familiales, d'avoir les repas chauds à domicile, tous ceux qui travaillent dans le bénévolat pour les handicapés. Il y a plein de choses où aujourd'hui on donne une gratuité, demain on ne pourra plus le faire. Ça ne nécessite pas beaucoup de modifications. C'est une petite modification de l'arrêté. Le ministre avait promis de concerter ça. Il ne l'a pas fait. Moi, je demande simplement qu'on puisse, en adulte, responsable, dans l'intérêt public, se voir avec les 19 bourgmestres et le ministre pour se mettre d'accord sur les éléments qui posent encore problème et qui touchent la vie des gens. C'est rien d'autre et il n'est pas trop tard pour le faire. Les arrêtés sont d'application et ils ne sont pas appliqués aujourd'hui. Parce qu'il a donné un certain délai pour se mettre en ordre. Mais non, les arrêtés sont d'application depuis janvier, mais évidemment, on ne savait pas faire de concertation publique, alors que les arrêtés sont pris en décembre et d'application en janvier. Oui, et c'est pour ça qu'il nous a expliqué en interview qui donnait un certain délai aux communes pour se mettre en ordre. Je vous propose de voir cette page du soir qui est sortie il y a quelques jours. On dit « Etterbeek pourrait renoncer à percevoir le bénéfice de cartes de stationnement ». Voilà. 85% du prix revient aux communes, le reste va à la région. C'est faisable, ça? Ah oui, donc écoutez, l'idée c'est que moi j'ai lancé avec le collège des concertations publiques qui a eu un succès considérable. On a eu plus de 200 personnes à chaque réunion, donc les gens sont très concernés par ça. Et notamment, vous avez par exemple un parent qui sort de l'hôpital, qui doit être aidé pendant plusieurs mois, parce qu'il y a des soins à prodiguer, etc. Dans le système que nous avions, vous pouviez avoir des cartes visiteurs gratuites ou vous pouviez avoir un abonnement à tarif réduit. Tout ça était interdit demain, ça n'a pas de sens. Et donc nous sommes prêts, si on n'arrive pas à une conciliation demain à la conférence des bourgmestres, nous sommes prêts à renoncer, nous, au niveau etterbeekois, aux 85% qui nous reviennent et à demander aux habitants uniquement de payer les 15%, montant qu'on doit verser à la région. Et ça, pratiquement, c'est faisable, c'est légal? Ah ben bien entendu, c'est légal, puisqu'on reste dans le canevas de l'obligation de payer, le système est le même, on ne s'est pas obligé la commune à percevoir des fonds, et je l'annonce loyalement, je ne le fais pas en catimini. Donc on ne peut pas obliger la commune à percevoir des fonds qu'elle ne souhaite pas percevoir. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à faire payer finalement pour des cartes de riverains? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une grande frilosité par rapport à ça. Alors ça c'est autre chose. Les cartes de riverains, moi j'estime qu'il est raisonnable de les limiter dans leur nombre. Aujourd'hui à Etterbeek, elles sont gratuites.
Bon, la première carte deviendrait 10 euros, la deuxième 50 euros, ça ne nous pose pas de problème. La troisième à 250 euros, c'est déjà différent parce que quand vous avez des grandes familles avec 3 enfants qui sont aux études, qui ont des véhicules, voilà, là je crois qu'il y a un débat qui aurait pu s'instaurer et on n'en a pas voulu parce que la volonté de M. Smet, c'est évidemment de réduire le nombre de voitures en ville. Et ça, vous n'êtes pas d'accord avec cette volonté-là? Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de voitures en ville? Ah, mais si, on soutient cette volonté, mais on estime qu'il faut multiplier les mesures et pas faire d'abord des mesures anti-voitures sans compensation. Ça veut dire que si on diminue de 20% les places de parking en surface, il faut créer des places de parking en sous-sol. Et rien n'est fait. On ne diminue pas le nombre de voitures si on leur offre d'autres places de stationnement ailleurs. En espace public, d'une part. D'autre part, il fallait continuer les lignes de métro. Ça fait 12 ans que c'est à l'arrêt. Là, c'est lancé. C'est lancé, mais ce n'est pas demain qu'on va inaugurer. Les parkings de dissuasion, je l'avais interpellé il y a 15 ans déjà là-dessus. Il n'y a rien qui a été fait non plus, on les a réduits. Le rayer, ça a été supprimé. Si on avait des parkings à l'entrée de Bruxelles pour les nafteurs, de là, ils puissent y mettre leur voiture. Bien sûr, il y a toute une série d'autres mesures à faire, mais il faut bien ponctuellement commencer à travailler sur chaque niveau. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne pénalise pas d'abord une série de citoyens pour, sans alternative, les obliger à faire quoi? Ils vont continuer à venir en payant de plus en plus cher parce qu'ils n'ont pas de solution alternative. Alors, on va parler d'économie collaborative avec cet article qui est aujourd'hui dans La Libre où on voit Didier Gauzoin, le ministre bruxellois de l'économie, qui dit Uber doit payer ses impôts en Belgique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, alors il enfonce une porte ouverte, il fait du vent, des grandes déclarations. Je rappelle quand même que Bessie, qui est la Fédération des entreprises de Bruxelles, a dit où est le ministre de l'économie. Ce n'est pas n'importe quoi comme déclaration. Et donc, je ne comprends pas très bien ce qu'il fait. Parce qu'il faut savoir il interpelle le fédéral en disant qu'il y a un cadre législatif qui doit être mis en place par le fédéral. À tort. Un arrêté, il n'est peut-être pas à jour, mais un arrêté royal a été pris le 27 avril 2017, il y a donc quelques jours, prévoyant pour justement ce genre de situation, que ce soit Uber ou que ce soit Airbnb, économie collaborative, une taxation à tarif réduit jusqu'à 5 000 € bruts de revenus par an, et une taxation pure et simple au-delà. Et parallèlement, le gouvernement a pris des mesures favorisant la nouvelle technologie, les start-up, par un système de taxe shelter avec des réductions d'impôts importantes. Nous, on a pris des mesures au niveau du fédéral. Oui. Qu'a fait M. Gauzoin au niveau régional? Rien par rapport à ça, rien. Ce qu'il dit ici, c'est que ce n'est pas logique. On taxe les prestataires et pas la plateforme dans l'économie collaborative. Si, dans le système de l'arrêté royal qui a été pris, on taxe le système de la plateforme avec des gradations. Et il faut aussi que M. Gauzoin prenne des mesures locales, le plan taxi. En fait, on veut masquer par cette déclaration l'immobilisme du gouvernement. Le plan taxi, qui est un élément par rapport à Uber, ne sort toujours pas. On a vu les grèves, on a vu des disputes. Il n'y a pas de majorité gouvernementale derrière le plan taxi de M. Smet. Donc, et nous avons toujours dit, Uber, oui, mais il faut respecter les taximans existants, il ne faut pas de fraude sociale et pas de fraude fiscale. On n'a jamais été avoir une autre position par rapport à ça. On a toujours été clair à cet égard. Donc ici, Didier Gauzoin a tout faux sur ses critiques par rapport à l'économie collaborative. Moi, je pense qu'il a tout faux. Oui, vraiment, je le pense, oui, tout à fait. Alors, on va parler du fédéral plus largement avec le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce dimanche, consacré à la sécurité. Alors, l'opposition, là, on change finalement, puisque vous êtes plus dans la majorité, le MR, et l'opposition CDH et Écolo dit c'est du déjà-vu, ou ce sont des mesures qui sont choisies pour leur atout communicationnel, mais pas pour leur efficacité. Qu'est-ce que vous répondez ? Attendez, je vous rappelle quand même que ça fait au moins 15 ans que dans les différents congrès de mon parti, on demande les peines incompressibles ou peines de sûreté. Les majorités antérieures ne l'ont jamais permis. Il faut être clair, c'est comme ça. Et nous estimons que c'est indispensable, parce qu'à partir du moment où les magistrats décident d'une peine, on va dire 20 ans ou 15 ans, c'est vrai qu'avec les libérations conditionnelles, il y a aussi le tribunal d'application des peines, la peine peut être réduite. Il faut laisser aux magistrats, personne d'autre, vu la gravité spécifique de l'infraction, vu la dangerosité spécifique de la personne, de dire on ne peut pas libérer avant telle période ou telle durée. La Ligue des droits de l'homme vous dit que c'est du populisme. Eh bien non. Je pense que, allez, à partir du moment où on est en démocratie, où la procédure est respectée, elle est contradictoire, les droits de défense sont respectés, c'est un magistrat qui décide. Parce que sinon, c'est un système où le chat tourne en rond, hein, parce que si le magistrat décide 15 ans, mais qu'on peut libérer après 5 ans, la peine c'est quoi? Alors on va obliger le magistrat à condamner plus
pour qu'il soit sûr qu'on libère plus tard. Je crois que il faut faire confiance dans la justice, sinon il n'y a plus de démocratie. Si un magistrat estime que la peine est autant, il doit pouvoir considérer qu'on ne libère pas avant telle période. C'est sain en démocratie de le faire dès le départ et le magistrat prend ses responsabilités. Alors avec cette mesure-là et d'autres, Écolo vous pointe le fédéral en disant qu'il rate l'opportunité finalement d'entamer des réformes vraiment efficaces. Je vous propose d'écouter cette interview de Benoît Ellings qui était l'invité sur ce plateau hier. Ok. Nous avons besoin de répondre aux vrais enjeux. La radicalisation dans les prisons est un vrai enjeu. Si nos prisons sont aujourd'hui des nids de terroristes, il faut pouvoir répondre à cet enjeu-là et de faire en sorte que, du coup, les personnes qui rentrent en prison sortent et se réintègrent et ne deviennent pas un danger pour nos concitoyens dans nos rues, dans nos quartiers demain. Est-ce qu'on ne rate pas cet enjeu-là ? Écoutez, nous sommes d'accord que le radicalisme doit être combattu à tout niveau, y compris sur le terrain et y compris dans les prisons. C'est plus facile à dire qu'à faire et beaucoup d'efforts sont faits. Je veux dire, il y a le plan Canal, mais il y a aussi les cellules locales de sécurité. Mais sur les prisons même. Attendez, donc d'abord je dis au niveau des familles, bon, moi je vais développer, je vous l'annonce par exemple, j'ai été voir ça à Amsterdam, pour éviter que les jeunes ne partent en Syrie, on forme des mamans qui deviennent des ambassadrices, qui forment d'autres mamans et qui ont ainsi un impact par rapport à leurs garçons ou filles qui veulent partir en Syrie. Par rapport aux prisons, on n'a pas dit que ceci étaient les 28 mesures qui allaient tout résoudre, qu'on ne ferait plus rien. C'est un milieu qui est difficile à gérer, il y a du travail qui doit se faire, on n'est évidemment pas opposé à le faire et la réflexion continue par rapport à ça. La radicalisation ne se passe pas que dans les prisons, elle se passe aussi dans d'autres centres ou lieux de rassemblement, y compris en dehors des prisons. Ça, personne ne le conteste. Dernier élément, rapidement, parce qu'il nous reste moins d'une minute, sur la réforme des pensions. On a vu la semaine dernière que les francophones bruxellois ont voté un conflit d'intérêts, tous les partis francophones, sauf le MR. C'était pas légitime ? Non, d'abord, ça ne tient pas la route au niveau constitutionnel, voilà, parce que la COCOF n'a pas reçu cette compétence-là de la dernière réforme de l'État, donc elle n'avait pas le pouvoir de le faire. On n'a pas été suivi, mais on est sûr qu'on ait raison. Et sur le fond ? Et sur le fond, c'est un faux débat. Là, je crois que c'est une pratique politicienne, parce que les enseignants ne seront pas touchés par cette mesure. Au contraire, ceux qui voulaient intégrer leurs années d'études ne pourront pas le faire, parce qu'on va perdre du temps. Il faut 41 ans d'exercice de fonction pour avoir une pension complète. Donc la plupart des personnes ne seront pas touchées par la mesure. On parle de la pénibilité, et là aussi c'est un artifice, puisqu'aujourd'hui, il n'y a même pas de débat parlementaire. C'est en concertation sociale avec le secteur. Bien. Il faut laisser la concertation se dérouler. Aller dire, à cause de la pénibilité, on fait un conflit d'intérêts alors que ce n'est même pas au Parlement, non, ça c'est une manœuvre de l'opposition, parce que tous les partis francophones, ben oui, au gouvernement fédéral, on est les seuls à être partis francophones présents. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu pour une nouvelle interview. Belle fin de journée à tous.